11h30 sur BFM TV. Merci de nous rejoindre dans le Live Weekend. C'est une histoire tout à fait surprenante dont nous allons vous parler à présent. C'est une information BFM TV que vous nous révéliez hier, Boris Karlamov, avec notamment vos équipes Maxime Clié-Ruza et Lucie Norlog. Un détenu qui s'est échappé vendredi de la maison d'arrêt de Corba, on est près de Lyon. L'administration pénitentiaire s'en est aperçue hier. Ce qui surprend, c'est la façon dont il s'est échappé, Boris. On a l'impression d'être dans un film. Oui, absolument. Il est âgé de 20 ans, ce détenu, et il était incarcéré donc dans la prison de Lyon-Corba. Il a quitté cette prison d'une manière assez inédite vendredi matin, puisque selon le parquet de Lyon à BFM TV, il aurait profité de la remise en liberté en fin de peine de son co-cellulaire pour se cacher dans l'un des sacs de ce dernier. En l'espèce, il s'agit d'un sac à linge. L'évasion, elle n'a été constatée que le lendemain, peu après 13 heures. Donc il y a un délai de plus de 24 heures entre la commission des faits et le fait que les services de gendarmerie de l'administration pénitentiaire soient avisés de son évasion. Cet homme, il exécutait plusieurs peine d'emprisonnement et faisait par ailleurs donc l'objet d'un mandat de dépôt dans le cadre d'une information judiciaire liée à la criminalité organisée. Il y a une inspection qui a été diligentée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, une enquête interne du côté de l'administration pénitentiaire pour identifier les failles dans cette évasion, et puis surtout l'enquête judiciaire, cette fois-ci diligentée par le parquet de Lyon, une enquête confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée du Rhône. Cet homme est toujours activement recherché au moment où l'on se parle. Alors vous restez avec moi, Boris, puisqu'on accueille un invité exceptionnel sur BFM TV. Sa parole est rare, Sébastien Coel. Merci d'être là. Vous êtes le directeur de l'administration résidentielle, le patron des prisons. J'aimerais que vous reveniez tout d'abord sur les faits tels que vous les connaissez. Qui est ce suspect tout d'abord ? C'est effectivement un détenu de nationalité française de 20 ans qui a déjà un parcours pénal assez ancien puisqu'il était déjà incarcéré en tant que mineur il y a quelques années, qui est incarcéré pour différentes condamnations dans des faits mineurs, en tout cas des condamnations de quelques mois d'emprisonnement pour des faits liés à des trafics ou des vols assez classiques mais sans ampleur importante. Il est aussi en instruction, dans une instruction criminelle pour une association de malfaiteurs et un meurtre en bande organisée. C'est un détenu qui aujourd'hui n'est pas suivi par le renseignement pénitentiaire, qui n'est pas identifié ni comme un haut de spectre, ni même comme un lieutenant d'une organisation criminelle. Ce n'est pas non plus un détenu qui est classé parmi les particulièrement signalés. Ce qui surprend, c'est la façon dont il s'est évadé. Quel est le genre de sac qu'il a utilisé ? Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Comment cela se serait passé ? Effectivement, il a profité de la libération de l'un de ses co-cellulaires. Ils étaient 3 en cellule. L'un de ses co-cellulaires était libérable vendredi matin et il a profité de la complicité de son co-cellulaire pour se cacher dans un gros sac de linge et profiter de la levée d'écrou de ce détenu pour pouvoir s'extraire et s'évader de cet établissement. C'est évidemment un phénomène qui est extrêmement rare, que nous avons jamais connu dans cette administration et qui révèle manifestement toute une série de dysfonctionnements, des dysfonctionnements graves, des dysfonctionnements inadmissibles. C'est la raison pour laquelle j'ai immédiatement demandé une enquête interne à l'établissement et c'est aussi la raison pour laquelle le garde des Sceaux a immédiatement diligenté une inspection de l'inspection générale de la justice. Comment expliquer qu'il se soit échappé le vendredi et ça a mis 24 heures pour que la prison s'en aperçoive ? C'est-à-dire que certains disent mettre le doigt sur la surpopulation carcérale, notamment. Il y a eu à ce sujet d'ailleurs des rapports qui ont été faits sur cette prison en particulier. C'est évident que nous connaissons une période de suroccupation de nos établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, nous avons 85 000 détenus pour un peu moins de 63 000 places. Cet établissement connaît un taux d'occupation qui est d'environ 170%. Et donc, ça rend les conditions de travail de nos agents plus compliquées, c'est une évidence. Mais ce qui est révélé par ces faits, par cet incident, est plutôt une accumulation d'erreurs matérielles, éventuellement de fautes, que l'enquête verra, mettra éventuellement en lumière, à ce qu'elles nous tirons l'ensemble des conséquences. Donc, en l'espèce, il me semble que les défaillances sont plus des défaillances humaines que des défaillances purement liées à la surpopulation carcérale, qui effectivement touche un certain nombre d'établissements, dont celui-ci, et qui rend le travail de nos agents plus compliqué. Mais en l'espèce, nous aurions dû, l'établissement aurait dû éviter cette évasion. Et s'en apercevoir aussi plus tôt, peut-être aussi. Certainement. Ouais, Boris. Vous disiez qu'il y avait donc 3 détenus dans cette cellule. Il en manquait 2. Le premier était en fin de peine, donc il a pu sortir librement de cette prison. Et puis il y avait le deuxième qui s'est évadé. Aucun surveillant l'après-midi, le vendredi après-midi, le soir, n'a constaté donc l'absence de ce détenu
qui s'est évadé vendredi matin? Encore une fois, l'enquête montrera ce qu'il s'est passé. Ce qui est certain, c'est que compte tenu des taux d'occupation, à chaque fois qu'un détenu est libéré, sa place est immédiatement remplacée par un autre détenu. Donc très rapidement, la place du détenu libéral a été remplacée par un autre détenu qui a été affecté dans cette cellule-là, ce qui peut éventuellement avoir entraîné chez les surveillants qui travaillaient sur cette coursive-là pendant cette journée-là une forme d'incompréhension ou peut-être d'absence de vigilance suffisante. Mais je le redis, il y a eu des absences de vigilance nécessaires, suffisantes. Et j'ai d'ailleurs immédiatement repassé des consignes à l'ensemble des établissements pénitentiaires français pour les appeler à la plus grande rigueur dans les procédures de levée d'écrou, mais également dans les contrôles d'effectifs à plusieurs reprises dans la journée. La piste d'éventuelle complicité au sein même de la maison d'arrêt, elle est étudiée aujourd'hui de près, ou c'est une piste qui est d'ores et déjà écartée, complicité entre la surveillante et le dit détenu? Aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui permet de mettre en lumière ce type de phénomène. Donc, il y a une enquête judiciaire qui est en cours, qui est menée par le parquet, qui regardera les choses. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a une complicité interne. Nous étions il y a quelques minutes avec Jean-François Fogliarino, que vous devez connaître, secrétaire général du syndicat national des directeurs pénitentiaires. Et il avait 2 questions à vous poser. On l'écoute, je vous reprends juste après. La première, c'est par rapport à cet effort RH au niveau des surveillants pénitentiaires. Il y a bientôt 2 ans, nous avons travaillé avec l'administration centrale sur un projet de recrutement de surveillants contractuels pour venir en renfort et pour former des jeunes personnes à nos métiers et ensuite leur faire passer les concours et avoir des gens qui savent là où ils vont travailler, parce qu'on a aussi beaucoup de démissions. Donc, où en est ce projet? La deuxième question, c'est par rapport à nous, en tant que directeur pénitentiaire, que ce soit directeur de prison ou directeur de SPIP, quels sont en fait les projets pour nous apporter des soutiens sur cette situation très tendue qui dure depuis déjà plusieurs mois. Alors, je vous laisse lui répondre. Lui, il disait aussi, il avait le sentiment, parce qu'on le faisait réagir à ce drame, qu'on mettait tout sur les prisons à haute sécurité, à savoir, il y aura 250 personnels habilités pour une centaine de détenus seulement, alors que c'est bien plus, et qu'au détriment de la sécurité et des moyens dans les autres prisons. Non, ce n'est pas exact. Ouais. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous nous battons. Le garde des Sceaux se bat actuellement dans la construction du budget 2026 pour obtenir les moyens suffisants et les effectifs suffisants avec une vraie ambition de rattraper des difficultés RH que nous connaissons depuis maintenant plusieurs années, si ce n'est plusieurs dizaines d'années. Donc il y a une vraie volonté du garde des Sceaux de pouvoir, dans la construction budgétaire, doter les établissements pénitentiaires, les personnels pénitentiaires de moyens humains et des moyens matériels tout à fait suffisants. Alors, une question qui était posée est de savoir pourquoi nous ne recruterons pas des personnels de surveillance contractuels. Cette possibilité-là est une possibilité nouvelle, mais qui ne doit se mettre en place que dans l'hypothèse où nous n'aurions pas réussi à recruter des personnels titulaires par voie de concours. Or, aujourd'hui, l'ensemble des personnels qui me sont dotés, dont l'administration pénitentiaire est dotée par la loi de finances, sont recrutés. Et donc, je n'ai pas de poste vacant qui me permette de recruter un personnel contractuel. Donc aujourd'hui, les concours sont complets. Le métier est devenu attractif grâce à une évolution statutaire importante d'il y a maintenant une année et demie. Et donc, je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de recruter des personnels contractuels. Sur ce qui est fait pour les personnels de direction, encore une fois, les personnels de direction font, comme l'ensemble des personnels pénitentiaires, un travail admirable. Je tiens vraiment à le dire, les personnels pénitentiaires de surveillance, personnels de direction, d'insertion et de probation font un travail excessivement exigeant, excessivement difficile dans des contextes parfois très compliqués. Et je crois qu'ils sont régulièrement les derniers remparts de la République et il faut leur en savoir gré. Pour les personnels de direction qui dirigent effectivement des structures extrêmement complexes, dans des conditions qui sont parfois très, très compliquées, évidemment, nous les accompagnons énormément. Il y a eu des évolutions statutaires importantes ces dernières années. Nous nous donnons aussi un maximum d'outils pour pouvoir travailler dans des meilleures conditions. Et nous essayons de les accompagner quotidiennement pour faire en sorte qu'ils soient en capacité d'assumer leurs responsabilités.